Je suis allé à Hawaï avec mes parents, ma sœur et mon mari. Il a dit qu'il avait besoin de sortir seul, alors je l'ai suivi. Il est entré dans une chapelle, et elle était là, ma sœur, dans une robe blanche à côté de lui. Elle ne sait rien, n'est-ce pas? A dit ma sœur. Détente oui, a-t-il chuchoté. Ma mère a ri, elle est trop bête pour s'en apercevoir. Je suis parti en silence. Bonjour à tous. L'hiver à Boston a une façon de voler la lumière du ciel bien avant que la journée ne soit vraiment terminée. J'ai toujours trouvé cela beau, d'une manière un peu mélancolique. Je me souviens de ce soir-là en particulier, regardant par la fenêtre de mon bureau au 45e étage, observant les premiers flocons de neige de la saison commencer leur danse silencieuse et paresseuse vers la rue. La ville en bas était une tapisserie scintillante de lumière, une constellation brillante créée par l'homme contre le violet profond et meurtri de la nuit qui approchait. Je m'appelle Audrey, et à l'époque, j'étais Audrey Williams. Sur le papier, ma vie était le genre de success story dont les gens écrivent des articles. J'avais gravi les échelons à Wall Street pour devenir une analyste en investissement respectée, l'une des rares femmes de ma division à avoir un bureau d'angle. J'avais la vue, les tailleurs pantalons bien coupés qui me servaient d'armure, et une réputation de calme et de détermination sous la pression. Le léger clic de la porte de mon bureau qui s'ouvrait m'a tiré de mes pensées. C'était ma secrétaire, Patty, une jeune femme douce aux yeux vifs et à l'avenir encore plus brillant. Elle tenait une tasse fumante. Madame Williams, il est presque 20 heures. Je me préparais un thé et j'ai pensé que vous en aimeriez peut-être un. Je me suis détourné de la fenêtre, un sourire reconnaissant et fatigué effleurant mes lèvres. Patty, vous êtes une sauveuse. Merci. J'ai pris la tasse, la chaleur s'infiltrant dans mes mains froides. Vous devriez rentrer chez vous. Ne restez pas tard pour moi. Je termine juste quelques petites choses, dit-elle, sa voix empreinte de la douce sollicitude qu'elle me montrait toujours. Mais vous avez l'air épuisé. Longue journée. Les rapports trimestriels sont toujours une corvée, ai-je admis en buvant une gorgée de la tisane à la camomille. Mais nous y sommes presque. Eh bien, n'oubliez pas que vous avez une maison où aller, dit-elle avec un sourire entendu avant de se glisser discrètement dehors et de fermer la porte derrière elle. Ces mots sont restés en suspens dans l'air. Une maison où aller. Elle avait raison. J'ai fermé mon ordinateur portable. La finalité du clic résonnant dans le grand bureau silencieux. En rangeant ma mallette en cuir, le poids des documents et de l'ordinateur portable coûteux me semblait plus lourd que d'habitude. J'étais passionné par mon travail. Vraiment. Il y a un frisson unique à démêler des données de marché complexes, à prédire les changements subtils de l'économie, un sentiment de contrôle et de compétence dont je me nourrissais. Mais dernièrement, ce frisson s'était estompé. Les longues heures, l'immense pression, c'était une routine épuisante. Ce que je chérissais vraiment, ce que mon cœur désirait sincèrement à la fin d'une journée comme celle-ci, c'était ma maison chaleureuse et confortable, et l'homme qui m'y attendait. Grégory, mon mari. Le trajet de retour était ma transition, ma chambre de décompression. Je naviguais dans le trafic dense de la ville, la radio diffusant une station de jazz doux, et je regardais les gratte-ciel d'acier et de verre céder la place aux rues bordées d'arbres et aux maisons familières de la banlieue. Chaque kilomètre apportait un peu plus de paix, me débarrassant d'une couche de l'analyste aux enjeux pour révéler la femme en dessous. La femme qui voulait juste être à la maison. Je me souviens avoir pensé, en tournant dans notre rue, qu'un dîner chaud m'attendait. Grégory était un cuisinier merveilleux, et il préparait toujours quelque chose de spécial les jours où je travaillais tard. Un petit nœud de chaleur a fleuri dans ma poitrine à cette pensée, chassant le froid de l'hiver. C'était ma vie, voyez-vous, une carrière aux enjeux le jour et une vie de famille simple et aimante la nuit. C'était, pensais-je avec un profond sentiment de satisfaction, l'équilibre parfait. J'avais tout ce qu'une femme pouvait désirer. Du moins, c'est ce que j'avais stupidement, aveuglément cru. Au moment où j'ai poussé notre lourde porte d'entrée en chêne, l'odeur m'a enveloppé comme une étreinte chaleureuse. Un ragoût de bœuf riche en vin et en herbes. C'était mon plat réconfortant préféré, le repas dont j'avais envie après une semaine brutale. La douce lueur des lampes projetait une lumière dorée sur les parquets, et la maison était silencieuse, à l'exception du doux cliquetis des casseroles venant de la cuisine. Je suis à la maison, Grégory, ai-je appelé, ma voix perdant la netteté professionnelle du bureau pour s'adoucir dans le confort facile d'une épouse. Ma mallette est tombée au sol avec un bruit sourd, et j'ai enlevé mes talons d'un coup de pied. Il est apparu dans l'embrasure de la cuisine, un tablier blanc propre noué sur sa chemise de travail,
une cuillère en bois à la main. Une tache de farine poudrait sa joue, et son sourire, ce sourire lent et merveilleux, a atteint ses yeux. Bon retour à la maison, Audrey, dit-il, sa voix un grondement bas et doux. Il s'est approché, a essuyé ses mains sur son tablier et m'a enlacé. Il sentait les épices et la maison. Tu as encore travaillé tard. Tu dois être épuisé. Un peu, ai-je admis, en posant ma tête contre son épaule, fondant dans son étreinte. La tension dans mon cou et mon dos a commencé à se dissoudre instantanément. Mais je me sens mieux maintenant que je suis à la maison. Notre maison était notre sanctuaire. Ce n'était pas un manoir tentaculaire comme ceux que possédaient certains de mes collègues, rempli d'œuvres d'art qu'ils ne comprenaient pas et de pièces où ils n'entraient jamais. C'était une vraie maison, une belle maison coloniale dans un quartier calme bordé d'arbres que nous avions choisi ensemble. Je n'oublierai jamais le jour où nous l'avons trouvé. Grégory avait parcouru les pièces, les yeux écarquillés d'une sorte d'admiration sans espoir. Il avait regardé l'étiquette de prix, puis moi, un sourire triste sur le visage. Audrey, c'est parfait, mais c'est hors de ma portée. Son salaire de chargé de prêt dans une banque locale était stable mais modeste. Il n'aurait jamais pu se permettre l'hypothèque d'un tel endroit. J'avais regardé son cher visage honnête et, sans une seconde de réflexion, j'avais dit, alors c'est une bonne chose que ce soit dans mes moyens. J'ai pris en charge la compte et la part du lion des mensualités avec mon salaire et mes primes. Quand il a protesté, disant qu'il se sentait inadéquat, j'ai simplement serré sa main. C'est notre maison, Grégory. Ton nom est sur l'acte juste à côté du mien. C'est tout ce qui compte. Et je le pensais de toutes les fibres de mon être. Je lui aurais donné le monde. Nous avons dîné à notre petite table de cuisine, celle que nous avions trouvée dans un marché aux puces et que nous avions restaurée nous-mêmes un week-end ensoleillé. Entre deux bouchées du délicieux ragoût, j'ai écouté ses récits de sa journée. Il avait cette merveilleuse façon de raconter des histoires sur les petites choses. Ce jour-là, il m'a parlé d'un jeune couple, des primo-accédants, qui étaient si nerveux que leurs mains tremblaient en signant les papiers de l'hypothèque. Tu aurais dû voir leur visage, Audrey, dit-il, son propre visage animé par le souvenir. Quand tout a été fini, la femme s'est mise à pleurer et le mari l'a juste serré dans ses bras. Ils étaient si heureux. Ce sont des moments comme ça qui font que la paperasse en vaut la peine. J'adorais ces conversations simples et quotidiennes. Elles étaient l'encre dans mon monde souvent turbulent d'actions volatiles et de clients exigeants. Ils donnaient à ma vie un sentiment de normalité, de réalité, de solidité. Ils me faisaient me sentir en sécurité. Il était mon roc, mon port tranquille dans une mer déchaînée. Après le dîner, nous nous sommes blottis sur le canapé ensemble. Une seule couverture afghane étendue sur nos genoux et nous avons regardé une sitcom idiote. Son bras était autour de moi, ma tête reposait sur son épaule. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. C'est ça, pensais-je, la vraie richesse. Alors qu'il remplissait mon verre de vin plus tard dans la soirée, Grégory a mentionné presque comme une pensée après coup, au fait, Heather a appelé aujourd'hui. La simple mention de son nom a suffi à faire chuter de quelques degrés la chaleur douillette de la pièce. Une tension familière m'a serré la poitrine. Heather était ma sœur cadette, et notre relation était un enchevêtrement complexe d'amour, de ressentiment et d'obligation. Elle était belle, d'une beauté stupéfiante, le genre de femme qui semblait glisser dans la vie sur un nuage de charme et de grâce sans effort. Mais sous la surface, elle était à la dérive. Elle passait d'un emploi à temps partiel à un autre, d'une poursuite artistique ratée à la suivante, tout en restant complètement dépendante financièrement de nos parents, Walter et Joyce. Et comme le fonds de retraite de mes parents était soutenu par mes contributions, cela signifiait que Heather vivait, par extension, à mes crochets. Mes parents l'avaient toujours couvé. C'était comme ça depuis notre enfance. Je me souviens très bien d'un Noël. J'avais 12 ans et je suppliais pour avoir un vrai kit de chimie. J'étais fasciné par la science, par le fonctionnement des choses. Heather, qui avait 10 ans, voulait une poupée en porcelaine ridiculement chère d'un catalogue de luxe. Le matin de Noël, elle a eu la poupée. J'ai eu un pull sobre et un livre sur les femmes dans la science. Un kit de chimie est trop dangereux, Audrey, avait dit mon père. Et d'ailleurs, ce livre est beaucoup plus éducatif. Heather était la belle, la délicate, à câliner et à gâter. J'étais l'intelligente, la responsable, celle qui était censée comprendre. Que voulait-elle, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix neutre. J'ai fait tourner le vin rouge profond dans mon verre,
regardant la façon dont il s'accrochait aux parois. C'est à propos de ce voyage à Hawaï que tes parents prévoient, dit-il en se réinstallant sur le canapé. Ils veulent que nous y allions tous. Toute la famille, le mois prochain. J'ai arrêté de faire tourner le verre. Je l'ai lentement posé sur la table basse. C'est la première fois que j'en entends parler. Bien sûr, c'était le cas. Il ne m'appellerait pas moi, la personne avec la carrière exigeante et le chéquier, pour demander si c'était le bon moment. Il passerait par Heather, le centre émotionnel de leur univers. Il passerait par Gregory, mon mari au grand cœur, qui voulait toujours voir le meilleur en eux. Walter et Joyce semblent vraiment vouloir des vacances avec toute la famille, dit doucement Gregory. Il avait ce ton sincère et raisonnable dans la voix, celui auquel j'avais tant de mal à résister. Mais un sourire amer que je ne pouvais contenir a effleuré mes lèvres. Des vacances avec toute la famille, ai-je répété, les mots ayant un goût de cendre. Laisse-moi deviner. Heather se sent encore émotionnellement instable et a besoin d'une pause. Gregory a eu la grâce de paraître légèrement mal à l'aise. Elle a traversé une période difficile, Audrey. Toute sa vie d'adulte a été une période difficile, Gregory. Parce qu'elle n'a jamais eu à faire face à une seule conséquence réelle. J'ai soupiré, le combat me quittant. C'était une vieille dispute, une vieille blessure. Mes parents adoraient Heather. Avec moi, ils étaient stricts, presque exigeants. Mes bourses d'études, mon diplôme de l'Ivy League, ma carrière fulgurante. Ils prenaient tout cela pour acquis. Ils n'ont jamais exprimé une seule fois une réelle gratitude pour les années où j'avais discrètement payé leurs impôts fonciers, pour les virements bancaires pour couvrir leurs frais médicaux croissants après la chirurgie cardiaque de mon père. J'étais la fille fiable, la machine à sous sur pattes. Heather était la spéciale, la fragile. Je vois, ai-je dit, ma voix plate. Et qui exactement paie pour cette escapade tropicale? Gregory a déplacé son regard, baissant les yeux sur ses mains. Eh bien, ils ne l'ont pas dit explicitement, mais... L'implication était que je le ferais, ai-je terminé pour lui. J'ai laissé échapper une longue et lente respiration. Je connaissais le scénario par cœur. Pendant les jours suivants, j'ai tenu bon. Gregory, je suis en plein milieu d'une énorme révision de portefeuille, ai-je dit au petit déjeuner. Le moment est terrible. Le lendemain, j'ai essayé. Je n'ai qu'un nombre limité de jours de vacances, et j'espérais que nous pourrions faire un voyage, juste nous deux, plus tard dans l'année. Mais il était persistant dans sa manière douce et implacable. Il ne se disputait pas, n'élevait pas la voix. Il ébréchait simplement mes défenses. Un soir, il est venu derrière moi alors que j'étais au comptoir de la cuisine, parcourant des emails professionnels sur mon téléphone. Il a commencé à me masser les épaules, ses doigts forts pétrissant les nœuds de tension. « Chérie, Pansy » a-t-il murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. Des plages immaculées, des météos couchés du soleil. Une vraie pause. Tu le mérites. Tu travailles si dur pour tout le monde. Il a présenté cela comme un cadeau pour moi, une récompense pour ma diligence. C'était une tactique intelligente. Ce ne sera pas une pause, Gregory, ai-je contré, sans lever les yeux de mon écran. Ce sera une semaine à écouter ma mère louer Heather pour avoir respiré pendant que mon père me demandera des conseils boursiers pour ensuite ignorer mes avis. Nous nous amuserons à notre manière, a-t-il promis, ses mains ne cessant jamais leur mouvement apaisant. Je te le jure, juste toi et moi. Nous pourrons faire de la plongée, trouver une plage isolée. Ce sera comme une seconde lune de miel. Il était bon. Il était très, très bon. Il savait exactement quoi dire. Peignant une image que je voulais si désespérément être réelle. Une image où ma famille était fonctionnelle, où des vacances étaient réellement relaxantes. La dernière poussée est venue de ma mère. Elle m'a appelé au bureau. Sa voix, un mélange sirupeux de douceur et de culpabilité. Audrey, ma chère, Heather attend ce voyage avec tellement d'impatience. Son moral a été si bas, et elle pense qu'un peu de temps avec sa grande sœur lui ferait le plus grand bien. C'était du chantage affectif, pur et simple, et elle en était une maîtresse. Ce soir-là, vaincu, j'ai dit à Gregory que je le ferais. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le site web du complexe hôtelier. Les prix étaient astronomiques. J'ai réservé la suite face à l'océan pour nous et 2 chambres de luxe pour mes parents et Heather. En entrant les informations de ma carte de crédit, une vague de ressentiment m'a submergé, si forte qu'elle m'a presque donné le vertige.
C'est pendant cette semaine de planification que j'ai commencé à remarquer des choses, de petites choses. J'ai entendu Grégory au téléphone dans l'autre pièce et je l'ai entendu rire et dire « Ne t'inquiète pas, Heather. Je vais m'occuper d'Audrey. Elle finira par accepter. » À l'époque, j'ai pensé qu'il était juste un bon médiateur. Un autre soir, j'ai vu un texto s'afficher sur l'écran de son téléphone de sa part. Je n'ai vu qu'un aperçu, quelque chose à propos du « plan ». Quand j'ai demandé, il a dit que Heather demandait simplement de l'aide pour planifier une surprise pour mes parents pour leur anniversaire, qui était encore dans 6 mois. Cela semblait assez plausible. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que le stress du travail et mes problèmes familiaux me faisaient voir des ombres là où il n'y en avait pas. C'était un bon mari, un bon beau-frère. Il essayait de réparer les ponts que j'avais depuis longtemps abandonnés. Un voyage à Hawaï, lui ai-je finalement dit, forçant un sourire qui ressemblait à une grimace. Très bien, faisons-le. Le visage de Grégory s'est illuminé d'un sourire éclatant et soulagé. Je savais que tu finirais par accepter. Ça va être génial, Audrey. Je te le promets. Il s'est levé joyeusement et s'est dirigé vers la cuisine pour nous chercher du vin de célébration. Et je suis resté assise là, essayant d'ignorer le petit nœud froid d'appréhension au creux de mon estomac, une alarme silencieuse que j'avais choisi d'ignorer. Le vol pour Moïse s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. J'avais utilisé mes miles aériens pour nous surclasser tous en première classe, un fait que ma mère a mentionné à voix haute à l'hôtesse de l'air. Ma fille Audrey a tellement de succès, avait-elle dit, rayonnante. Elle prend si bien soin de nous. C'était censé être un compliment, mais j'avais l'impression qu'elle annonçait les termes de notre transaction. Heather a passé les 6 heures de vol à se plaindre que le siège ne s'inclinait pas assez et que la sélection de films était terrible. Grégory, Dieu le bénisse, a joué le rôle de tampon patient, lui apportant des oreillers supplémentaires et riant à ses blagues. Le complexe que j'avais réservé était à couper le souffle, un coin de luxe tropical niché sur la plage de Welea. Des palmiers se balançaient dans une douce brise, et l'air sentait le sel et les fleurs. Alors que nous approchions du grand hall en plein air, la réceptionniste nous a accueillis avec un « Aloha » joyeux. Réservation pour le groupe Montgomery Williams, ai-je dit en réussissant un sourire fatigué. Bienvenue, a rayonné la femme. Nous avons la suite à lit avec vue sur l'océan pour vous et 2 chambres de luxe communicantes avec vue sur l'océan. C'est une magnifique installation. En tendant ma carte de crédit pour les frais supplémentaires, j'ai aperçu ma mère, Joyce, les yeux écarquillés en admirant les sols en marbre et les plafonds hauts. Elle souriait avec une profonde satisfaction suffisante. C'était un regard que je connaissais bien. Le regard de quelqu'un qui profite d'un luxe qu'il estime lui être dû. Pourtant, j'étais déterminé à faire en sorte que ça marche. J'ai affiché un sourire sur mon visage, me disant que le temps passé en famille était précieux, même si j'étais celle qui finançait toute la production. Grégory, pourrais-tu aider le groom avec les bagages, ai-je appelé mon mari. Il se tenait un peu plus loin, près d'une grande fontaine, en pleine conversation à voix basse avec Heather. Ils étaient penchés l'un vers l'autre, leurs têtes se touchant presque, le murmure de leur voix se perdant dans le bruit de l'eau en cascade. Quand ils m'ont vu approcher, ils se sont brusquement redressés et ont cessé de parler. Un silence soudain et gênant s'est installé entre eux. De quoi chuchotiez-vous tous les deux, ai-je demandé, en gardant un ton léger et désinvolte, bien que mes alarmes internes commençaient à sonner. Oh, juste des activités, a répondu Grégory, l'air un peu troublé. Il s'est passé une main dans les cheveux. Heather disait qu'elle était intéressée par la plongée en apnée, et je lui parlais d'un bon endroit que j'avais lu. Heather a hoché la tête rapidement, un peu trop rapidement. Oui, le monde sous-marin. N'est-ce pas merveilleux? Son sourire n'a pas tout à fait atteint ses yeux. J'ai senti une énergie étrange entre eux, un secret partagé qui flottait dans l'air, mais j'ai simplement hoché la tête, refoulant ce sentiment. Oui, c'est merveilleux. Après que nous nous soyons tous installés dans nos magnifiques et coûteuses chambres, nous nous sommes retrouvés pour un déjeuner tardif au restaurant de l'hôtel en bord de plage. De nos sièges sur la terrasse, la vue sur l'océan d'un bleu éclatant était magnifique. C'est tout simplement adorable, s'est exclamée ma mère après sa première gorgée d'un cocktail ridiculement cher. Audrey, merci beaucoup d'avoir rendu ce voyage possible. J'ai été si surprise par cette rare expression de gratitude que je suis resté momentanément sans voix. De rien, maman. Heather avait vraiment besoin de cette pause, a expliqué mon père, Walter, comme pour justifier la dépense. Elle a été si instable émotionnellement ces derniers temps.
Ce voyage à Hawaï devrait lui remonter le moral. C'est vrai, a approuvé Joyce en tapotant la main de Heather. Heather est une enfant spéciale. Elle a une âme d'artiste. Elle ressent les choses plus profondément que la plupart des gens. Elle a besoin de soins spéciaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils dans mon verre d'eau. Il l'appelait toujours « spéciale », la traitant avec cette protection excessive et étouffante comme si elle était une poupée de porcelaine délicate. Pendant ce temps, mes luttes, mes succès, étaient simplement attendus. J'étais le solide cheval de trait. Elle était la licorne fragile. « Tu es d'accord, n'est-ce pas, Grégory ?» a demandé Walter en se tournant vers mon mari pour obtenir sa validation. « Bien sûr », a répondu immédiatement Grégory sans un instant d'hésitation. Il a regardé Heather avec une expression de profonde sympathie. Heather a besoin de temps pour se détendre et se trouver. J'ai ressenti un léger frisson malgré le chaud soleil hawaïen. Depuis quand Grégory était-il devenu le principal défenseur de ma sœur? Depuis quand se souciait-il si profondément qu'elle se trouve? Il n'avait pas été particulièrement proche avant ça. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Le paradis parfaitement peint commençait à ressembler à un faux très convaincant. Le lendemain matin, nous étions tous censés passer la journée à la plage. Nous avions prévu de louer une cabane, de commander le déjeuner, peut-être même d'essayer le paddle. Nous étions au buffet du petit déjeuner tentaculaire, remplissant nos assiettes d'ananas, de papaye et de pâtisserie, quand Grégory, qui avait été silencieux toute la matinée, s'est soudainement levé de table. « Je suis désolé, tout le monde, dit-il en pliant sa serviette et en la posant sur la table. Il avait l'air légèrement mal à l'aise, ses yeux fuyants. Je viens de recevoir un appel urgent de la banque. Je l'ai regardé, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Un morceau de mangue suspendu en l'air. Un appel de la banque? Il est 7 heures du matin à Boston et tu es à Hawaï. L'excuse semblait fragile, illogique. N'es-tu pas en vacances? Eh bien, oui, mais c'est un problème client important, dit-il, et j'ai remarqué qu'il ne me regardait pas. Il regardait un point juste au-dessus de mon épaule. Un problème avec un prêt commercial majeur. C'est compliqué, mais je dois participer à quelques conférences téléphoniques et m'en occuper. Ça pourrait prendre quelques heures. Il s'est penché et m'a donné une tape rapide et raide sur l'épaule. Je reviens dès que je peux. Allez-y, vous autres, à la plage. Il est parti avant que je puisse poser une autre question, son pas rapide. Après son départ, un lourd silence est tombé sur la table. Je l'ai finalement brisé, me tournant vers mes parents. N'est-ce pas étrange? Le travail de Grégory n'est pas comme le mien. Il n'a pas de clients internationaux. Je ne peux pas imaginer une urgence qui nécessiterait son attention immédiate pendant des vacances prévues. Oh, Audrey, tu es trop méfiante, a soupiré ma mère en s'essuyant délicatement les lèvres avec une serviette. Toujours à t'attendre au pire. C'est ton problème. Tu analyses tout à mort. Ta mère a raison, a ajouté Heather, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude sirupeuse. Grégory est juste un homme responsable. Il est dévoué à son travail. Tu devrais être fier de lui au lieu de le contre-interroger. Sa défense a été immédiate et féroce, ce qui était en soi suspect. Je me suis tu, hochant la tête d'un air absent, mais une graine d'anxiété réelle et puissante prenait racine en moi. Leur front uni, leur rejet rapide de mes préoccupations valides. Cela semblait répéter. Je me suis excusé de la table, disant que j'avais oublié ma crème solaire dans la chambre. Une fois de retour dans le silence frais de notre suite, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, mon cœur commençant à battre un peu plus vite. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts maladroits en cherchant le numéro principal de l'entreprise de Grégory, la First National Bank. Il m'a fallu un moment pour le trouver. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer ma voix et j'ai composé. Une voix automatisée joyeuse a répondu et j'ai navigué dans le menu jusqu'à ce que j'atteigne une réceptionniste humaine. Bonjour, First National. Brenda à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Bonjour, Brenda, ai-je dit, en essayant de garder ma voix décontractée et légère. C'est Audrey Williams, de Grégory Williams. J'ai une petite question. Je sais qu'il est en vacances, mais il a mentionné un problème client urgent avec un prêt important, et je voulais juste voir s'il y avait un message que je pouvais lui transmettre. Monsieur Williams? Brenda a fait une pause, et j'ai pu entendre le faible cliquetis rythmique d'un clavier. Laissez-moi voir.
Selon nos dossiers, madame, monsieur Williams est en vacances préapprouvées cette semaine. Je ne vois aucun signalement ou affaire client urgente qui lui soit assignée. Son message d'absence dirige tout vers son superviseur. L'air a quitté mes poumons dans un sifflement silencieux. Donc, il n'y a pas d'urgence? Non, madame. Pas que je sache. Tout semble calme de son côté. Puis-je vous aider avec autre chose? Non, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. C'est tout. Merci. J'ai raccroché le téléphone. Je suis resté là, au milieu de la luxueuse chambre d'hôtel, le téléphone semblant être une pierre froide et lourde dans ma main. Il avait menti. Ce n'était plus un soupçon. C'était un fait. Grégory m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit un mensonge audacieux et délibéré. La question n'était pas seulement pourquoi. C'était où était-il et que faisait-il, ou avec qui nécessitait une tromperie aussi élaborée. À l'heure du déjeuner, Grégory n'était toujours pas revenu. Je me suis assise sur la terrasse avec ma famille, essayant de prétendre que tout était normal, que je n'étais pas rongé de l'intérieur. Je picorais une salade Cobb ridiculement chère, les couleurs vives se moquant de la tempête grise qui couvait en moi. Mes parents et Heather discutaient joyeusement, riant d'un souvenir de vacances passées, comme si l'absence prolongée de Grégory ne les concernait pas le moins du monde. Leur nonchalance était un signal d'alarme brillant et clignotant. Ce n'était pas normal. Une famille aimante serait inquiète. Une famille aimante poserait des questions. La leur était une comédie, et ils étaient de terribles acteurs. Soudain, un joyeux carillon de notifications est venu du sac de plage de Heather, qui était accroché au dos de sa chaise. « Heather, c'est ton téléphone », ai-je dit, ma voix plus sèche que je ne le voulais. Elle a sursauté comme si elle était surprise, puis a rapidement fouillé dans son sac et a sorti son téléphone. Pendant une fraction de seconde, alors qu'elle inclinait l'écran pour lire le message, mes yeux, entraînés à scanner des données en millisecondes, ont attrapé l'aperçu sur l'écran de verrouillage. Tout est prêt pour aujourd'hui. J'ai hâte. Le nom de l'expéditeur n'était qu'une seule lettre, G. Mon sang s'est glacé. C'était comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Heather a rapidement serré le téléphone contre sa poitrine, ses joues rougissant d'un rouge coupable profond. Ce n'est rien, a-t-elle dit sur la défensive, ses yeux se tournant nerveusement vers moi. Juste une consultation de voyage. Je l'ai regardé, gardant mon expression un masque parfait de calme curiosité. De qui? Justin. Un guide touristique, a-t-elle bégayé, ce rougissement s'intensifiant sur ses joues. Il regarde quelques options pour nous pour une excursion. J'ai hoché la tête lentement, silencieusement. Je n'ai pas insisté. Je ne l'ai pas dénoncé. Je ne voulais pas montrer mon jeu. Mais à l'intérieur, un ouragan commençait à faire rage. J'ai été presque certainement Grégory. Et à quelle préparation faisait-il référence? Quelles options? Tout était là. Les chuchotements, les mensonges, les textos secrets. Ce n'était plus seulement des fissures dans la façade. Toute la fondation de ma vie, mon mariage, ma famille s'effondrait en poussière juste sous mes yeux. J'ai pris une lente gorgée de mon thé glacé, le verre froid contrastant vivement avec la chaleur qui montait dans ma poitrine. Puis j'ai regardé ma mère, puis mon père, puis ma sœur. Leurs visages étaient des études d'innocence feinte. Et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude profonde. Ils étaient tous de mèche. Quoi que ce soit, ils savaient. Ils étaient ses complices. Je me suis adossé à ma chaise, l'image même du calme. Mon cerveau d'analyste, la partie de moi qui restait calme sous la pression, prenait le dessus. L'émotion était un handicap. J'avais besoin de données. J'avais besoin de preuves. Vous savez, ai-je dit, ma voix dangereusement calme, contrastant vivement avec le bavardage joyeux autour de nous. Si Grégory dit qu'il sort seul encore demain, je vais le suivre. Ma mère, Joyce, a halté de façon dramatique, posant une main sur sa poitrine. Audrey, quelle chose terrible à dire. Suivre ton propre mari. C'est insensé. Un mariage est bâti sur la confiance. Ta mère a raison, Audrey, a dit Heather, sa voix aussi douce et persuasive qu'un serpent. Tu es juste paranoïaque. Tu laisses ton travail stressant t'affecter. Tu dois te détendre. Mais ce n'était pas de la paranoïa. C'était de l'intuition. Un pressentiment si fort que c'en était une certitude physique.
Quelque chose n'allait fondamentalement, profondément pas, et j'allais découvrir ce que c'était. S'il n'y a rien à cacher, ai-je dit, mes yeux se fixant sur ceux de Heather, un défi silencieux passant entre nous, alors il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Elle a détourné le regard la première. Le soleil du matin projetait une lueur dorée brillante, presque provocante et joyeuse, sur l'océan de Maui, mais je n'avais pas dormi de la nuit. J'étais resté allongé là toute la nuit, immobile, observant la lente montée et descente de la poitrine de Gregory à côté de moi. Le visage de l'homme que je pensais connaître, si paisible dans son sommeil, était maintenant un masque d'étranger. J'ai passé les heures sombres et solitaires non pas dans le chagrin, mais dans une planification méticuleuse. J'étais une analyste après tout, et c'était l'analyse la plus importante de ma vie. Au petit déjeuner, la mascarade a continué. Gregory vérifiait nerveusement son téléphone toutes les quelques secondes, sa jambe rebondissant sous la table. « Désolé », a-t-il finalement annoncé, en s'éclaircissant la gorge et en évitant mon regard. « J'ai une autre course à faire pour le travail aujourd'hui. » Même problème qu'hier. Ils ont besoin que j'aille signer des documents en personne dans un bureau affilié. Le mensonge devenait plus élaboré, plus désespéré. Je l'ai regardé, mon expression un tableau blanc. Quel genre de course, Gregory? Eh bien, c'est compliqué. Une affaire juridique. Un problème que je n'ai pas pu résoudre par téléphone hier, a-t-il dit évasivement. Je dois sortir un moment. Je serai de retour dans l'après-midi. Je te le promets. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents et à Heather. Ils n'ont rien dit. Ils ont juste continué à manger leurs pancakes, les arrosant de sirop de coco comme si c'était la chose la plus normale du monde. Comme s'ils s'y attendaient. Gregory, ai-je dit, ma voix basse et stable, un avertissement clair qu'il n'a pas entendu. Si tu me mens, dis-le-moi honnêtement maintenant. Il a froncé les sourcils, une lueur d'irritation dans les yeux. C'était un mauvais menteur, et il s'énervait que je remette en question ses mauvais mensonges. De quoi parles-tu? Je vais juste m'occuper d'un truc du travail. Peux-tu s'il te plaît laisser tomber? Mon père s'est éclairci la gorge bruyamment. Une tactique de diversion classique. Audrey, ça suffit. Fais confiance à ton mari. Cette méfiance de ta part n'est pas saine. C'est vrai, a approuvé ma mère, son ton sec et critique. Tu t'attends toujours au pire chez les gens. C'est pour ça que tu ne peux pas être heureuse. J'ai fermé la bouche, mais ma résolution s'est durcie en une pointe acérée comme un diamant. J'ai hoché la tête en silence et j'ai fini mon petit déjeuner. Après que Gregory m'ait embrassé pour me dire au revoir, un baiser rapide et sec sur la joue qui ressemblait à un souffle d'air froid, et qu'il soit parti, j'ai attendu exactement 10 minutes. Puis je me suis levé. Je vais faire quelques achats au Waller Village, ai-je annoncé à mes parents. Ils ont semblé visiblement soulagés. Oh, c'est une excellente idée. Amuse-toi bien, ma chère, a dit mon père. Heather a forcé un sourire peu naturel. J'espère que tu trouveras de jolis souvenirs. Je suis retourné dans ma chambre, mais je n'ai pas pris mon sac de course. Au lieu de cela, j'ai mis une grande paire de lunettes de soleil de créateur et un chapeau de soleil à large bord que j'avais acheté à la boutique de l'hôtel. Un déguisement. Cela semblait absurde, comme quelque chose sorti d'un film, mais j'étais déterminé à ne pas être vu. Le temps de quitter le hall de l'hôtel, en me déplaçant rapidement, je pouvais encore voir la silhouette de Gregory au loin. Il marchait rapidement sur la route de la plage, se dirigeant vers une station de taxi. Je me suis caché derrière un grand palmier en peau ornée, mon cœur martelant contre mes côtes, et j'ai attendu qu'il monte dans un taxi. Alors que son taxi s'éloignait, je suis sorti de ma cachette et j'ai rapidement hélé le suivant dans la file. J'ai glissé sur la banquette arrière, le vinyle collant à ma peau. Ma voix était sèche et urgente. Vous voyez ce taxi là-bas? Le jaune. S'il vous plaît, suivez cette voiture. Le chauffeur, un homme hawaïen plus âgé au visage magnifiquement buriné et aux yeux bienveillants et avisés, a levé un sourcil en me regardant dans le rétroviseur. Vous jouez au détective, madame? Est-ce un problème? Ai-je répondu froidement, ma patience à bout. Pas du tout, a-t-il haussé les épaules, son attitude facile et calme alors qu'il s'insérait expertement dans la circulation. Ce n'est pas rare à Hawaï. C'est un endroit romantique. Toutes sortes de drames s'y produisent. Dites-moi juste où aller. Nous avons suivi le taxi de Gregory pendant environ 20 minutes, en direction du nord, loin des complexes hôteliers étincelants et manucurés,
dans une partie plus calme et plus locale de l'île. Le paysage est passé de terrains de golf immaculés à un charmant fouillis de petites maisons et de végétation luxuriante et sauvage. Finalement, le taxi de Grégory s'est arrêté devant une petite église blanche et pittoresque. Elle était perchée sur une petite colline surplombant l'océan étincelant. Un simple panneau en bois sculpté à la main indiquait « Chapelle McKenna ». « S'il vous plaît, attendez ici », ai-je dit au chauffeur, en lui tendant une liasse de billets qui était plus que suffisante pour la course et son temps. Je n'en aurai pas pour longtemps. Je suis sorti de la voiture, mes jambes chancelantes, comme si elles étaient en gelée. Je me suis caché derrière un bosquet d'hibiscus en fleurs de l'autre côté de la rue et j'ai regardé Grégory, mon mari, ajuster sa chemise, passer une main dans ses cheveux, monter les marches et disparaître à l'intérieur de la chapelle. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était ça, le moment de vérité. Quand il a disparu, j'ai pris une profonde inspiration tremblante et j'ai traversé la rue. L'air était épais de l'odeur douce, presque écœurante, du frangipanier, un parfum que je savais à ce moment-là que je détesterais pour le reste de ma vie. Mon cœur battait si fort que je pouvais sentir le pouls frénétique dans mes oreilles, un battement de tambour de terreur et de découverte. J'ai longé le côté de l'église blanche immaculée, mes mouvements lents et délibérés, comme un prédateur traquant sa proie. J'ai regardé à travers les vitraux. Le vert coloré déformait la vue, mais je pouvais distinguer des formes à l'intérieur. Un petit rassemblement de personnes. Mes mains tremblaient, alors je les ai jointes pour les calmer. J'ai trouvé une petite porte latérale, légèrement entr'ouverte, probablement laissée ouverte pour attraper la brise de l'océan. Prenant une dernière respiration haletante pour me ressaisir, je me suis glissé silencieusement à l'intérieur, pressant mon corps dans les ombres fraîches et sombres de l'entrée. Et la vue qui s'est offerte à mes yeux a coupé mon souffle, arrêté mon cœur et brisé mon monde entier en un million de morceaux irréparables. Là, debout devant l'autel, baigné dans la douce lumière multicolore filtrant à travers la fenêtre derrière eux, se tenait Heather, ma sœur. Elle était vêtue d'une belle et simple robe de mariée blanche qui épousait sa silhouette parfaite. Ses cheveux étaient tressés de petites fleurs blanches et, à côté d'elle, dans un smoking noir impeccable, se tenait Grégory. Mon mari. Il se tenait la main, se souriant dans les yeux alors qu'un homme qui semblait être un ministre lisait un livre. Et assis au premier rang, rayonnant d'une fierté presque béate, se trouvaient mes parents. Ma mère, Joyce, essuyait même une larme de joie au coin de son œil avec un mouchoir en dentelle. Mon père, Walter, regardait avec un sourire satisfait, comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Je me suis reculé contre le mur de pierre froid, caché dans la pénombre du narthex. Une vague de vertige m'a submergé, et j'ai dû poser une main contre le mur pour me stabiliser. Je me suis penché juste assez pour entendre leur voix, portée par l'air calme et sacré de la chapelle. Elle ne sait rien, n'est-ce pas? C'était la voix de Heather, anxieuse et aiguë, un murmure enfantin qui m'agaçait. Ne t'inquiète pas, détends-toi, a répondu Grégory en lui serrant la main. Sa voix était un murmure bas et apaisant que je connaissais si bien. Une voix qui m'avait dit qu'il m'aimait 1000 fois. Une voix qui avait promis de me chérir dans la maladie et la santé. Elle ne se doute de rien. Elle est si inconsciente, absorbée par son travail, elle ne remarquera jamais. Ma mère a ri. Un son court, c'est qu'elle qui a profané l'espace sacré. La tête d'Audrey est toujours pleine de travail et de chiffres. Elle ne peut même pas commencer à imaginer notre petit plan astucieux. Que se passe-t-il après le mariage, a demandé mon père, Walter, sa voix pratique. La voix de Grégory est devenue froide, calculatrice. La voix d'un analyste, pas d'un amant. Un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. D'abord, je demanderai le divorce. Je jouerai la victime. Je dirai que nous nous sommes éloignés. Que sa carrière a toujours été prioritaire. Son orgueil est si grand qu'elle cédera sans un combat public juste pour que ça se passe discrètement. Notre contrat de mariage est faible. Lorraine l'avait prévenu. Nous obtiendrons au moins la moitié des actifs liquides d'Audrey. Son portefeuille vaut des millions. Ensuite, nous déménagerons à New York, a ajouté Heather, sa voix étourdie d'excitation. J'ai toujours voulu vivre à Manhattan. Et nous n'aurons pas à nous soucier de notre vieillesse, a dit ma mère joyeusement. Audrey ne nous abandonnera pas même après un divorce. Elle est trop dévouée. Elle se sentira coupable et continuera de payer l'hypothèque de notre maison. Nous serons en sécurité. Quand ton remariage avec Heather deviendra public, cela nuira à la réputation d'Audrey dans son entreprise, a ajouté mon père avec une satisfaction cruelle.
Un scandale comme ça, être trompé avec sa propre sœur. Elle sera humiliée. Elle ne pourra pas résister à nos demandes. Mon corps tremblait alors de manière incontrôlable, un tremblement de terre violent et silencieux. Mais mes yeux étaient froids et clairs. L'analyste en moi, la partie qui s'épanouit en temps de crise, a pris le dessus. J'ai lentement, soigneusement sorti mon smartphone de mon sac. Mes mouvements étaient fluides, silencieux. J'ai appuyé sur enregistrer sur l'application de mémo vocal. Puis je suis passé à l'appareil photo et, à travers un petit espace entre une statue et un pilier, j'ai commencé à filmer. J'ai zoomé sur leurs visages souriants et traîtres alors qu'ils échangeaient des vœux qu'ils n'avaient pas le droit de prononcer. « Que penses-tu qu'Audrey fait en ce moment » a demandé Heather avec un petit rire malicieux. Grégory a haussé les épaules, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. Probablement assise tranquillement au bord de la piscine de l'hôtel, s'inquiétant de mon urgence de travail. Elle se croit si intelligente, mais elle est en fait facile à tromper. C'est pour ça que je l'ai épousée, pour son salaire et son héritage éventuel de ses grands-parents. Elle était un investissement. Et maintenant, il est temps que cet investissement rapporte. Une rage froide et pure, comme je n'en avais jamais ressenti, s'est répandue dans mon cœur, glaçant la douleur brûlante. Mais aucune émotion ne se lisait sur mon visage. Mon esprit tourbillonnait déjà, calculant, planifiant mon prochain coup. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Ils allaient la prendre. Je suis resté 5 minutes de plus. Mon téléphone tenu aussi fermement que la main d'un chirurgien. J'ai capturé chaque vœu, chaque mensonge. Je les ai filmés échangeant les simples alliances en or qu'ils avaient probablement achetées avec mon argent. Je les ai filmés partageant un baiser à l'hôtel, une parodie grotesque d'un moment sacré. J'ai filmé mes parents, Walter et Joyce, applaudissant les larmes aux yeux. Une fois que j'ai été certaine d'avoir rassemblé plus qu'assez de preuves, des preuves indéniables, irréfutables et juridiquement accablantes de leur complot, je me suis discrètement glissé par la porte latérale. L'odeur douce et écœurante du frangipanier m'a de nouveau frappé et j'ai ressenti une vague de nausée. J'ai descendu les marches de pierre, mes pas réguliers et mesurés, et j'ai traversé la rue. Le chauffeur de taxi m'a vu arriver et a démarré le moteur. Je suis monté sur la banquette arrière et j'ai fermé la porte d'un léger clic. « S'il vous plaît, ramenez-moi à l'hôtel », ai-je dit. Ma voix était calme, étrangement calme. « Vous allez bien, madame » a demandé le chauffeur, ses yeux bienveillants me regardant dans le rétroviseur avec une réelle inquiétude. « Vous avez l'air pâle, comme si vous aviez vu un fantôme. »« Oui » ai-je répondu, ma voix dépourvue de tout tremblement, de toute trace du cataclysme qui venait de se produire. « Je vais bien. » J'ai regardé par la fenêtre les palmiers qui défilaient, le ciel d'un bleu éclatant qui semblait se moquer de l'obscurité qui venait de consumer ma vie. J'ai juste besoin d'apporter des changements importants à mes projets de vie. Il a hoché la tête, sentant qu'il ne devait pas poser d'autres questions. Nous avons fait le reste du trajet en silence. Dans mon esprit, la blessure se cristallisait déjà, se transformant. La partie douce et blessée de moi, l'épouse aimante et la fille dévouée, était morte dans cette église. Et à sa place, quelque chose d'autre naissait. Quelque chose de dur, de tranchant et de puissant. Il me prenait pour une idiote. Il me prenait pour une tirelire. Il pensait que j'allais m'effondrer et pleurer. Il m'avait sous-estimé. Il n'avait aucune idée que le même esprit qui pouvait prédire la hausse et la baisse des marchés boursiers mondiaux pouvait aussi orchestrer une chute d'un genre très différent, très personnel. Ils venaient de faire le pire investissement de leur vie, et j'allais les faire payer intégralement. Si vous avez écouté jusqu'ici, cela signifierait beaucoup pour moi si vous pouviez aimer cette vidéo et simplement commenter le chiffre ainsi dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes toujours là dans ce voyage avec moi. Votre soutien est un encouragement énorme pour moi. Alors, s'il vous plaît, commentez avec un 1 pour que je puisse vous voir. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. De retour à l'hôtel, j'ai traversé le hall opulent, ma posture parfaite, mon expression sereine. J'ai salué poliment le concierge qui m'a accueilli par mon nom. J'ai pris l'ascenseur envers jusqu'à notre étage, mon reflet un fantôme pâle et déterminé. Je suis entré dans notre suite et j'ai verrouillé la porte derrière moi d'un clic décisif. Pendant un instant, je suis resté là, dans l'entrée, le silence de la pièce m'oppressant. J'ai regardé le lit king size avec ses draps blancs immaculés, le lit que j'avais partagé avec ce monstre. J'ai vu ses vêtements débordés de sa valise ouverte sur le porte-bagages, une chemise hawaïenne criarde qu'il avait achetée hier, et je n'ai rien ressenti.
La douleur était un bourdonnement distant, étouffé par un sens du devoir froid et clair. Le temps des larmes et du chagrin viendrait plus tard. Peut-être. Pour l'instant, c'était le temps de l'action. Je me suis dirigé vers le bureau, je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont volé sur le clavier, mes mouvements efficaces et précis. Il n'y avait aucune hésitation. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Le premier email était pour mon avocate, Lorraine Vance. Nous étions amis depuis l'université, et elle était l'avocate spécialisée en divorce la plus redoutable et impitoyable de Boston. Elle détestait les tyrans et les tricheurs. Elle était parfaite. Objet, action en justice urgente requise. Williams contre Williams. Lorraine, j'ai besoin de conseils juridiques urgents et d'une action immédiate. J'ai des preuves vidéo et audio irréfutables de la tentative de bigamie de mon mari, Gregory Williams, avec ma sœur, Heather Montgomery. J'ai également des preuves d'un complot entre Gregory, Heather et mes parents, Walter et Joyce Montgomery, pour me frauder de mes actifs lors d'un divorce planifié. S'il te plaît, examine immédiatement les fichiers cryptés ci-joints. Prépare la procédure de divorce dans les termes les plus favorables possibles. Je veux le laisser avec rien d'autre que les vêtements qu'il a sur le dos. De plus, conseille-moi sur la méthode légale la plus rapide pour saisir tout soutien financier à mes parents. Je t'appellerai d'une ligne sécurisée demain matin à 9 h, heure de l'Est, pour discuter de la stratégie. Cordialement, Audrey. J'ai créé un dossier crypté, j'ai téléchargé les fichiers accablants de mon téléphone et je les joins. Clique envoyer. Le deuxième email était pour mon banquier privé, un homme calme et méticuleux nommé Tom Sterling, qui gérait mon portefeuille depuis près d'une décennie. Objet, urgent et confidentiel. Sécuriser tous les actifs immédiatement. Tom, à compter de maintenant, je veux que tu exécutes ce qui suit. Premièrement, déplace tous les actifs, actions, obligations et liquidités actuellement détenus à mon nom ou sur des comptes joints vers de nouveaux comptes individuels séparés, accessibles uniquement par moi. Deuxièmement, gèle toutes les cartes de crédit et lignes de crédit conjointes. Troisièmement, prépare toute la documentation nécessaire pour lancer la vente immédiate de notre résidence principale. J'ai des raisons de croire que mon mari représente un risque financier important. Je serai dans ton bureau lundi pour signer tous les documents nécessaires. La discrétion est primordiale. Audrey Williams. Clique envoyer. Enfin, j'ai envoyé un email à la responsable des ressources humaines de mon entreprise. Objet, retour anticipé de vacances. Lisa, en raison d'une grave urgence familiale personnelle, je dois rentrer de mes vacances plus tôt que prévu. J'ai réservé le vol de nuit pour Boston ce soir. Je serai de retour au bureau, reprenant mes fonctions normales ce lundi. Merci de ta compréhension, Audrey. Clique envoyer. Après l'envoi des emails, j'ai ouvert ma valise et j'ai commencé à faire mes bagages. Je me déplaçais avec une efficacité mécanique et détachée. J'ai plié seulement mes propres vêtements, pris seulement mes propres articles de toilette, mes livres, mon ordinateur portable. Je n'ai touché à aucune de ces affaires. J'ai vu une photo encadrée de nous sur la table de chevet, prise lors de notre premier anniversaire. Nous sourions, heureux. Je l'ai prise, j'ai regardé le visage de l'homme que j'avais aimé, et j'ai ressenti une lueur de quelque chose. De la pitié peut-être pour la femme que j'étais. J'ai posé la photo face contre la table. En faisant mes bagages, j'ai souri doucement, un étirement sans humour de mes lèvres. Ils ne connaissaient pas la vraie moi. Ils ne connaissaient que la version de moi que je leur permettais de voir. La fille dévouée, l'épouse aimante et généreuse. Ils n'avaient aucune idée de l'analyste calme et calculatrice qui pouvait liquider un actif toxique et défaillant sans un instant d'hésitation. Et c'est exactement ce qu'ils étaient tous devenus. Un actif toxique. Vous avez choisi la mauvaise personne à contrarier, ai-je murmuré à la pièce vide et silencieuse, tournant le dos au magnifique océan de Moïse visible depuis la fenêtre. J'ai laissé une courte note à la réception pour ma famille. J'ai dû partir plus tôt pour une urgence professionnelle. Profitez bien du reste de vos vacances. C'était tout. Juste ce message froid, simple et plausible. Laissez-les avoir leur lune de miel. Le monde réel les attendrait à leur retour. Le vol de nuit pour Boston a été une étrange bulle de temps surréaliste. Pendant que les autres passagers dormaient ou regardaient des films, j'étais assise avec un bloc-notes et un stylo, mon ordinateur portable ouvert sur la tablette. Je ne me suis pas reposé.
J'ai regardé par le hublot la mer de nuages d'un noir d'encre sans fin et j'ai endurci mon cœur, formulant méticuleusement chaque étape de mon attaque sur plusieurs fronts. Ce n'était pas seulement une vengeance émotionnelle. C'était une démolition stratégique. Et je ne laisserai aucune pierre non retournée. En arrivant chez moi, dans ma maison, je ne me suis même pas arrêté pour dormir. J'ai pris une douche, me suis changé pour l'un de mes costumes d'affaires les plus redoutables et je me suis rendu directement au bureau de Lorraine Vance en ville. Elle m'attendait, un dossier ouvert sur son bureau et un regard de fureur froide dans les yeux. « Audrey, j'ai vu les dossiers, dit-elle, la voix tendue de colère en mon nom. Je fais ça depuis 20 ans, et je pensais avoir tout vu. C'est monstrueux. Ce n'est pas juste de l'infidélité. C'est un complot calculé et prémédité pour commettre une fraude. Nous pouvons l'anéantir. » Bien, ai-je dit calmement, en prenant le siège en face d'elle. C'est le plan. L'anéantissement. Quelles sont nos premières étapes? Pendant les 2 heures suivantes, nous avons élaboré la stratégie sur un grand tableau blanc dans son bureau. Nous avons discuté d'actifs, d'actions, d'actes de propriété et de précédents juridiques. Lorraine était brillante, suggérant des pistes que je n'avais même pas envisagées. Ton contrat de mariage est faible, comme il l'a dit, a-t-elle confirmé. Mais son comportement frauduleux et la tentative de bigamie le rendent presque sans pertinence. Nous pouvons plaider pour une répartition complètement inéquitable des actifs sur la base de sa conduite flagrante. Ensuite, j'ai exécuté les instructions que j'avais données à mon banquier. J'ai passé 1 heure à la banque à signer document après document. L'accès à tous les comptes joints a été coupé. Mes actifs, mon salaire, tout mon monde financier a été déplacé dans une série de fiducies et de nouveaux comptes. Une forteresse que Grégory et ma famille ne pourraient jamais toucher. Le prix pour avoir tenté de ruiner ma vie serait élevé. Puis sont venus les déménageurs. Je les ai rencontrés à la maison cet après-midi-là. C'était une équipe de 4 hommes forts et silencieux. Mes instructions étaient simples. Prenez les photos, les meubles, la collection d'art, ai-je dit à leur contremaître. Prenez les tapis, les lampes, les appareils de cuisine. Prenez tout ce qui a été acheté au cours des 3 dernières années. J'ai les reçus. Ce qui était, bien sûr, presque tout. Laissez seulement les articles que M. Williams a apportés lui-même dans ce mariage. Le contremaître, un grand homme aux yeux doux, m'a regardé avec une lueur de compréhension et de sympathie. Oui, madame, dit-il doucement. Pendant les 5 heures suivantes, j'ai regardé ma vie conjugale être emballée dans des couvertures, mise dans des boîtes et chargée sur un camion. La maison devenait de plus en plus caverneuse, les échos de leurs pas de plus en plus forts dans les pièces vides. Quand ils ont eu fini, il ne restait presque plus rien. Une lampe de lecture bon marché et affaissée de son côté du lit. Un fauteuil usé et les qu'il avait apporté de son appartement de célibataire. Une boîte de ses vieux livres de poche. C'était tout. Sa contribution entière à notre maison. Après le départ des déménageurs, j'ai traversé les pièces vides et silencieuses. Je suis allé au garage et j'ai trouvé une bombe de peinture rouge que j'avais achetée en revenant de l'aéroport. Sur le grand mur vide du salon, où notre portrait de mariage ridiculement grand était accroché, j'ai écrit un seul mot en grosses lettres rouges, en colère et dégoulinante, menteur. Le sifflement de la bombe et l'odeur âcre de la peinture étaient étrangement satisfaisants. Un cri primal rendu visible. Enfin, je me suis assise au comptoir de la cuisine désormais vide et j'ai sorti un dossier que j'avais gardé sous clé dans un coffre-fort pendant des années. C'était ma police d'assurance, celle que j'avais prié de ne jamais avoir à utiliser. Mes parents, malgré toute leur posture sur leur réputation, avaient un placard plein de squelettes. La liaison de mon père avec une femme de son ancien bureau, l'habitude de ma mère de mal gérer les fonds de l'association caritative locale qu'elle dirigeait, leur longue histoire d'évasion fiscale créative. J'avais les emails, les documents, les preuves. J'avais gardé leur secret par un sens mal avisé de la loyauté familiale. Cette loyauté était maintenant morte. Tout comme ils ne se souciaient pas de ma réputation, ai-je dit à la maison vide, je ne me soucierai pas de la leur. J'ai tout compilé dans un dossier net et accablant. Le lendemain, j'ai signé les derniers papiers avec l'agent immobilier pour mettre la maison sur le marché pour une vente rapide. Je veux être libéré de ce lieu de trahison dès que possible, lui ai-je dit. Lorsque tous les préparatifs ont été terminés, j'ai déménagé mes affaires essentielles dans un nouvel appartement en ville, élégant et farouchement privé, que j'avais déjà loué. Je n'ai donné ma nouvelle adresse à personne. J'ai complètement effacé mes traces de mon ancienne vie.
Et puis j'ai attendu. J'ai attendu le jour où le couple heureux et leur fan club reviendraient du paradis. Ce jour-là, j'étais au travail. J'étais au milieu d'une réunion de haut niveau pour discuter des projections du marché, ma concentration absolue. J'ai ressenti un bourdonnement silencieux de pouvoir, de contrôle, un sentiment qui manquait à ma vie personnelle depuis bien trop longtemps. J'avais demandé à Lorraine de m'envoyer un texto dès leur arrivée. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré silencieusement sur la table. J'ai jeté un coup d'œil. Ils sont là. Le spectacle va commencer. J'ai pris une lente gorgée d'eau, un petit sourire froid effleurant mes lèvres, puis je me suis reconcentré sur la présentation. Quand Grégory, Heather et mes parents, tous bronzés et riant de leurs vacances prolongées à Hawaï, sont arrivés à la maison, le premier signe que quelque chose n'allait pas était le panneau « à vendre » sur la pelouse avant. Pas n'importe quel panneau, mais un avec une grande bannière « vente en cours » dessus. Leurs rires se sont tus. Confus, ils ont utilisé la clé de Grégory pour ouvrir la porte d'entrée. La première chose qu'ils ont vue était le hall d'entrée caverneux et vide et le seul mot rouge furieux qui leur criait dessus depuis le mur du salon. Menteurs. Prudemment, comme s'ils entraient dans une maison hantée, ils ont avancé dans le salon vide. L'écho de leurs pas rebondissait sur les murs nus. Au centre absolu du vaste sol dénudé, une seule table en bois lourd restait, une île dans une mer de vide. Dessus, des papiers de divorce et une épaisse pile de documents financiers étaient disposés en une pile nette et ordonnée. Et debout à côté de la table, vêtu d'un costume gris foncé impeccable et cher, avec une expression froide et impassible, se tenait Lorraine Vance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Où est Audrey? A demandé Grégory, sa voix un mélange de confusion et de panique. Lorraine a expliqué calmement, sa voix claire et précise, coupant le silence stupéfait. Mademoiselle Audrey Montgomery c'est tout, a-t-elle dit, en utilisant délibérément mon nom de jeune fille. Y comprit la cérémonie à Hawaï. Elle a levé une tablette, ses mouvements lents. Elle a appuyé sur lecture. La vidéo que j'avais prise dans la chapelle a rempli l'écran, l'audio de leurs vœux traîtres et de leurs murmures conspirateurs résonnant de manière inquiétante dans la maison vide. La couleur a quitté le visage de Heather. Elle avait l'air d'aller vomir. Mes parents étaient complètement sans voix, la bouche bée d'incrédulité. Où est-elle? A demandé frénétiquement Grégory, la voix brisée. Je dois lui parler. C'est un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, a rétorqué froidement Lorraine en mettant la vidéo en pause. Et vous n'avez plus le privilège de parler à Madame Montgomery. Elle m'a chargé de gérer toute la communication. Elle ne reviendra pas dans vos vies. C'est votre dernière rencontre. Elle a fait un geste vers la pile de documents sur la table. Ce sont les papiers de divorce. Madame Montgomery demande le divorce pour adultère et fraude. Sur la table, vous trouverez également des relevés bancaires montrant que tous les comptes joints ont été fermés et que tous les actifs personnels de Madame Montgomery ont été sécurisés. C'est une réponse légitime et immédiate à vos actes frauduleux. Elle a ensuite tourné son regard froid vers mes parents. Vous trouverez également ici des documents mettant officiellement fin à tout soutien financier. Madame Montgomery ne paiera plus votre hypothèque, vos factures médicales, ni ne complétera vos revenus. Cette aide est maintenant terminée de manière permanente. Elle a laissé cela s'installer avant de continuer. De plus, des dispositions ont été prises pour que certaines informations concernant vos dettes cachées et vos activités économiques douteuses deviennent publiques au sein de votre communauté si vous contestez quoi que ce soit. J'ai un dossier ici, dit-elle en tapotant un épais dossier manie sur la table, détaillant vos malversations avec le fonds de charité et votre historique d'évasion fiscale. Il est compilé et prêt à être livré à l'IRS et au procureur de district. Cependant, la divulgation de ces informations, elle a fait une pause, laissant la menace planer dans l'air, peut changer en fonction de votre coopération totale et immédiate. Elle s'est ensuite retournée vers les jeunes mariés horrifiés. Quant à votre mariage, il est bien sûr légalement invalide. La bigamie par une personne mariée n'est pas reconnue dans cet État. En fait, a-t-elle ajouté, sa voix baissant légèrement, c'est un acte qui pourrait être passible de sanctions pénales, y compris une peine de prison. Le sang a complètement quitté le visage de Grégory. Il avait l'air sur le point de s'effondrer. Je veux parler à Audrey, a finalement gémi ma mère, la voix tremblante. C'est notre fille. Elle ne peut pas nous faire ça. Malheureusement, elle ne vous considère plus comme ses parents, a répondu Lorraine, d'un ton neutre. Laissez-moi vous transmettre ces mots exacts. Les liens du sang sont une coïncidence,
mais la trahison est un choix. Vous avez fait votre choix. Maintenant, je fais le mien. Grégory a finalement retrouvé sa voix, balbutiant avec une colère faible et pathétique. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. J'ai des droits. Je vais contester ce divorce. Sur ce point, veuillez regarder ceci, a dit Lorraine en produisant un dernier document de sa mallette. C'était une lettre officielle, un avis du service des ressources humaines de mon entreprise, copié au responsable de la conformité de sa banque. Une enquête officielle a été ouverte auprès de votre employeur, Monsieur Williams, signalant qu'il y a de sérieuses questions sur votre intégrité, votre caractère et votre conduite potentiellement criminelle. Votre poste à la banque et en fait toute votre carrière dans la finance sont maintenant en péril, l'a informé calmement Lorraine. Si vous choisissez de contester ce divorce de quelque manière que ce soit, Madame Montgomery est prête à divulguer toutes les preuves que vous avez vues sur cette tablette aux médias. Le choix vous appartient. Alors qu'il se tenait là, complètement brisé et vaincu, deux gardes de sécurité en uniforme que j'avais engagés sont apparus silencieusement à la porte d'entrée. Lorraine leur a fait un geste. Ces messieurs vous escorteront pendant que vous récupérez les effets personnels que vous estimez être encore sur les lieux. Vous avez 24 heures pour quitter la propriété. La maison est sous contrat et les nouveaux propriétaires prendront possession la semaine prochaine. Leur grand plan, tout leur avenir construit sur mon argent et mon cœur, s'était effondré en poussière en un instant. Ils se sont retrouvés avec rien d'autre que les vêtements qu'ils avaient sur le dos et les conséquences de leur propre cupidité et trahison sans fond. 2 ans ont passé. La vue depuis mon nouveau bureau était encore plus spectaculaire. J'étais maintenant vice-présidente d'une grande société d'investissement à Manhattan, ayant accepté une promotion et un transfert lucratif. La ligne d'horizon de la ville, un panorama à couper le souffle d'ambition et de lumière, était visible depuis les fenêtres du sol au plafond de mon bureau d'angle. C'était un rappel quotidien de ma nouvelle vie, une vie que j'avais construite pour moi-même, selon mes propres termes. Je m'appelais de nouveau Audrey Montgomery, et c'était merveilleux. Sur mon bureau en acajou poli, il y avait des photos de moi riant avec de nouvelles amies, des femmes farouchement loyales et drôles. Au mur, des certificats honorant mes réalisations professionnelles. La douleur du passé n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle a laissé des cicatrices. La première année, j'ai passé du temps avec une merveilleuse conseillère psychologique une fois par semaine. Nous avons parlé des années de manipulation émotionnelle de ma famille, du choc profond de la trahison. Elle m'a aidé à comprendre que leurs actions étaient le reflet de leur propre brisure, pas une mesure de ma valeur. Elle m'a aidé à apprendre à faire confiance à nouveau, en commençant par me faire confiance à moi-même. La vraie force, avais-je écrit dans mon journal après une séance, c'est d'avoir le courage de se défendre, même si l'on est seul. Un après-midi, on a frappé doucement à la porte de mon bureau. Entrez, ai-je répondu en levant les yeux d'un rapport. Un homme avec un sourire chaleureux et plissé et des yeux bienveillants a passé la tête. Je viens juste confirmer notre déjeuner avant la grande réunion du conseil. Russell Croft m'a souri. C'était un professeur titulaire d'histoire économique à l'université Columbia. Un homme brillant, drôle et profondément doux que j'avais rencontré lors d'un séminaire d'investissement un an auparavant. Nous avions commencé par un café, qui s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en week-end à explorer la ville. Il était maintenant mon partenaire. Bien sûr, je n'ai pas oublié. J'ai rendu son sourire, le geste semblant facile et naturel. Sa présence apportait un sentiment de paix et de stabilité à ma vie que je n'avais jamais connu auparavant. Il m'aimait pour mon esprit, pour mon humour vif, pour ma résilience. Il ne m'a jamais interrogé sur mes finances. Avec lui, je me sentais vu, chéri pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Ce week-end-là, j'ai organisé un barbecue dans le jardin de ma nouvelle maison, dans une banlieue calme et verdoyante en dehors de la ville. Ce n'était pas un manoir, mais c'était la mienne, remplie de lumière, de rire et de bonne nourriture. Autour de moi se trouvaient les personnes que j'avais choisies comme ma famille, mes amis fidèles, mes collègues respectés, et Russell, qui se tenait à mes côtés, sa main reposant doucement et de manière rassurante sur le creux de mon dos. Portons un toast, ai-je dit en levant mon verre de champagne, les bulles scintillant sous le soleil de fin d'après-midi. Au nouveau chapitre, aux familles choisies, et au courage de choisir son propre bonheur. Tout le monde a applaudi, leur voix un cœur chaleureux d'affection. En regardant leurs visages souriants, j'ai enfin compris une vérité profonde. La vraie famille n'est pas une question de lien de sang ou de nom de famille partagé. C'est une question de relation que vous construisez, celle où les gens vous respectent,
vous soutiennent et célèbrent votre valeur sans condition. Avant de me rendre à ce déjeuner qui a changé ma vie avec Russell, j'avais nettoyé mon bureau et j'étais tombé sur une petite coupure de journal d'un journal de la banlieue de Chicago, envoyé par une vieille amie d'université qui y vivait. Je ne l'ai pas gardé par méchanceté, mais comme un rappel silencieux et sombre. Ce n'était pas un grand article, juste quelques paragraphes dans la section des nouvelles locales. Il détaillait la réalité dure et impitoyable à laquelle mon ancienne famille était maintenant confrontée. Ils avaient déménagé dans une banlieue morne de Chicago pour échapper à leur honte et à leurs créanciers. Gregory ne s'était jamais remis professionnellement. Sa réputation dans le secteur bancaire très soudé était détruite. L'article mentionnait qu'il avait été vu pour la dernière fois occupant un emploi peu rémunéré de chef d'équipe dans un grand magasin. Une photo le montrait dans un costume bon marché, le visage fatigué et vaincu. Heather, sa beauté autrefois éclatante maintenant fanée et assombrie par la fatigue et le regret, travaillait comme caissière de supermarché pour joindre les deux bouts. À quoi pensions-nous alors, aurait-elle demandé à une ancienne amie qui avait parlé au journal. C'était comme un fantasme et puis le fantasme a pris fin. Mes parents avaient fait face à leur propre dure réalité. Ayant perdu mon soutien financier, ils avaient dû déclarer faillite. Ils ont vendu leur maison pour couvrir leurs dettes et vivaient maintenant dans un petit appartement subventionné par le gouvernement pour personnes âgées. Leur réputation sociale s'était complètement effondrée après que leurs secrets eurent été discrètement divulgués au sein de leur communauté. D'anciens amis s'étaient éloignés. Ils faisaient face à une vieillesse solitaire et amère, une prison de leur propre fabrication, construite brique par brique avec leur propre cupidité. Je ne leur avais pas complètement pardonné. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Le pardon est une chose complexe, mais la colère, la rage brûlante qui m'avait animé s'était refroidie en une résolution tranquille. J'avais appris de leur trahison. J'étais devenue plus forte, plus sage et plus perspicace. J'avais appris que l'on peut, et que l'on doit, choisir de traverser la vie avec des personnes qui connaissent votre valeur et la respectent. Alors que Russell me serrait la main sous la table au déjeuner ce jour-là, notre conversation s'écoulant facilement de la théorie économique au projet pour le week-end, j'ai souri. Un vrai sourire sincère qui a atteint mes yeux. Les liens du sang sont une coïncidence. Les vrais liens, ceux qui comptent, sont un choix. Ma nouvelle vie a commencé au moment où j'ai choisi de connaître ma propre valeur, d'exiger le respect et de construire des relations sincères et honnêtes. Des cendres d'une trahison dévastatrice, j'avais trouvé non seulement la vengeance, mais quelque chose de bien plus précieux, de bien plus durable, le vrai bonheur, et une paix que je n'aurais jamais cru possible. Merci d'avoir écouté mon histoire. Il n'a pas été facile de la partager et il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir la raconter sans ressentir la morsure du passé. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que nous sommes tous bien plus forts que nous ne le pensons. Si vous avez déjà traversé quelque chose de similaire ou si cette histoire a résonné en vous de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires comptent et votre force est une source d'inspiration. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi.